Ils l'ont bien compris, par rapport au jour et à l'heure, des contraintes préfectorales nous imposent de faire ce conseil municipal ce jour pour l'ensemble des 119 communes du département. Et donc, nous devons donner le rapport et le procès-verbal aujourd'hui à la préfecture pour la désignation des grands électeurs. Donc, je vais procéder à l'appel. Frey Max. Présent. Minutolo Marjorie. Carpentier Gilbert a donné procuration à Marc Vandevoire. Lamotte Diane. Beaumont Guillaume. Naudin Viviane. Chabot Pierre-Yves a donné procuration à Philippe Beltrando. Dallès Martine. Morusi Coquelin Marie-Christine. Viette Anne-Marie. Beltrando Philippe. Domanico Evelyne. Oquet Marina. Vandevoire Marc. Calderon Brigitte. Le Gall Christine. Naissant Nathalie a donné procuration à. Alors là. À Christine Le Gall, d'accord. Diaz Laurent. Zoyo Sébastien. Bosselu Cyril. Empanatiello Nicolas. Coquilla Ludovic. Absent. Delot Virginie a donné procuration à Guillaume Beaumont. De Palma Alexandre. Ansarguex Patrice. Gus Yannick. Sorini Aline et Fournet Théo. Non, il a dû oublier. Donc nous allons désigner la secrétaire de séance, sachant que la secrétaire de séance qui va être désignée aujourd'hui doit être présente impérativement lundi pour signer les papiers. Donc j'ai désigné Anne-Marie Viette. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 avril. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, la première, j'ai lancé l'enregistrement audio, comme d'habitude. La seconde, le règlement intérieur que nous vous avez donné la première fois, nous n'avons toujours pas la dernière version et nous ne savons toujours pas ce qui a été changé. D'accord ? Je vous l'avais rappelé la dernière fois, on attend toujours la dernière version. La seconde question, le QR code. Vous nous avez répondu, nous reviendrons vers vous. On attend toujours. Troisième, Habitat 13. 13 habitats. Nous vous tiendrons informés, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas eu de retour. Et pour info, la désignation des personnes pour l'impôt direct, je ne sais pas si les impôts ont désigné ou pas, nous n'avons pas de retour. Ce sera tout. Là, on va prendre un peu tout ça dans le désordre. Donc, concernant Habitat 13, puisque vous revenez chaque fois sur le dossier Habitat 13, qui était à la base un de vos dossiers, ce n'était pas le mien. Sauf qu'avec Habitat 13, l'opération n'est toujours pas terminée, comme vous avez pu le constater. Elle est en cours de finition, mais toujours pas terminée. Donc les négociations sont en cours avec Habitat 13 et le département des Bouches-du-Rhône pour essayer de récupérer le maximum d'appartements pour la population de Roquefort-la-Bédoule. En sachant d'ores et déjà qu'on ne récupérera pas les appartements préfectoraux, qui eux, comme vous le savez, sont entre les mains des services de la préfecture, sauf qu'un accord a été passé avec l'ancien préfet pour justement pouvoir loger les personnes en difficulté de la commune de Roquefort-la-Bédoule plutôt que de loger des personnes en difficulté qui viendraient de Marseille ou d'ailleurs. On n'a rien contre les Marseillais, mais aussi nous avons notre pourcentage de personnes qui ont des difficultés, qui ont besoin d'être logées. Donc pour des raisons sociales et des raisons de vie communale, il est plus important pour nous de loger les gens de Roquefort-la-Bédoule quand les enfants sont à l'école ici, plutôt que de les loger dans d'autres villes et de recevoir ici, d'inverser les populations. Voilà. Donc c'est en cours, ne vous inquiétez pas, je lâche rien. D'abord, je n'ai jamais lâché grand-chose, mais là, je lâche rien avec M. Perrin, qui est le nouveau directeur de 13 Habitats,
et ses services pour essayer de trouver la meilleure des solutions pour obtenir le maximum de logements pour Roquefort-la-Bédoule. Concernant le QR code, on reviendra vers vous comme vous l'avez demandé, sachant que ce conseil municipal qui est un conseil municipal malgré tout extraordinaire, ne nous a pas permis d'avancer sur certains dossiers, dont celui-là en particulier. Voilà, c'est des sujets sur lesquels le règlement intérieur, pareil, vous aurez les informations qui vous seront transmises. Et concernant les élus pour la fiscalité, c'est pareil, la liste a été établie, elle vous sera de fait communiquée. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vous deviez nous faire passer aussi les informations concernant sur le CFU, sur les comptes, sur les, comme j'avais indiqué, sur les divers et autres. Et vous m'avez répondu, on vous donnera le détail. On n'a jamais reçu. Mais on a beaucoup le CFU, d'abord, il va être voté aujourd'hui déjà. Et vous aurez toutes les informations en toute transparence concernant ce que vous avez posé comme question, à savoir la partie qui est c'était un sujet qui concernait à la fois la métropole et la commune, puisque il y avait une partie qui était à cheval sur les deux, ce que nous appelons nous la clecte, en termes un peu barbares. Donc tous les éléments vous seront donnés, communiqués, et même si vous le souhaitez, je pourrai vous donner toutes les explications que vous souhaitez que je vous donne. Ok. Et juste une information concernant, puisqu'on a voté avec l'ONF pour le début des travaux, début mai, pour les arbres, donc dans la zone du Caire. Juste pour information, rien n'a été commencé encore. Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Marc Van de Voort me fait signe que ça commence lundi. Moi, j'ai signé tous les documents avec l'ONF concernant entre la commune, c'est-à-dire la vente de bois, parce qu'en fait, c'est une vente de bois. Et comme nous sommes propriétaires fonciers, le bois, normalement, il faut que je donne l'autorisation à l'ONF pour pouvoir abattre les arbres et revendre le bois qui serait ou du bois de charpente ou du bois utilisé dans les papeteries. Donc tout a été fait. Bon, Gilbert Carpentier n'est pas là aujourd'hui, mais il a géré le sujet avec l'ONF. On les a rencontrés. On a même organisé des réunions avec les propriétaires de la zone du Caire. Donc le sujet est entamé et ça commence lundi. Voilà. Tout en sachant que la date limite de coupe sera pour la fin du mois. Après, il ne coupe plus. C'est 30 juin. Voilà, 30 juin, terminé, on ne coupe plus pour des raisons de sécurité. Et est-ce qu'on est au courant? Oui, je sais, puisque je suis intervenu, moi. Est-ce qu'on sait si l'ONF a commencé à faire les démarches auprès des entreprises? Ben oui, normalement, les entreprises, nous, on a organisé une réunion collégiale à la fois entre les entreprises et les services de l'ONF. À cette réunion sont venues une vingtaine d'entreprises qui sont concernées par les OLD, puisque pas toutes ne sont concernées par les OLD. Donc ils ont pris des contacts, ils ont même, pour certains, demandé à pouvoir faire travailler les mêmes entreprises qu'ONF. Donc le lien a été établi entre les propriétaires et l'entreprise, puisque l'ONF n'intervient pas sur les coupes privées, de façon que quand l'entreprise est là, qui abatte les arbres, qui travaille pour ONF, ils puissent aussi, moyennant devis, moyennant paiement direct des entreprises de la zone du Caire, faire les OLD qui conviennent. Ok, merci. Sachant que c'est un bénéfice pour les entreprises de la zone du Caire, puisque c'est un coût qui diminue, puisque l'abattage des arbres qui devait être à la charge des entreprises, de fait, revient à la charge de l'ONF et qui, pour des questions de vente de bois et de profit des matériaux de la base, leur permet à la fois de diminuer le coût du début des OLD, tout en sachant que l'ONF peut en fait bénéficier du bois communal et le mettre à la vente, aux enchères. Passage au vote. Il en manque. Il en manque 3. Non. Donc. Non, il n'a pas donné procuration. Donc aujourd'hui, Yann, on est 28 aujourd'hui.
D'accord? On part sur la base de 28 puisqu'il y a... Il en manque un toujours. Ah, il manque Théo Fournet aussi. Ouais. Ah ouais, Théo Fournet n'a pas donné procuration. Donc nous serons 27. Donc, procès verbal adopté. Présentation des décisions prises par Monsieur le maire par délégation du conseil municipal. Décision 13-2026, Régie des recettes, service jeunesse, ajout du mode de paiement. Décision 14-2026, Régie des recettes, police municipale, ajout du mode de paiement. Décision 15-2026, délivrance d'une concession dans le cimetière communal sous le numéro 1081. Décision 16-2026, autorisation de représentation en justice d'assistance juridique par un avocat Martin Santi et Ouel Tengui. Décision 17-2026, convention de mise à disposition d'infrastructures pour un entraînement à l'intervention professionnelle. L'ordre du jour. Délibération 39-2026, désignation des délégués et suppléants de droit du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Rapporteur, c'est donc moi. Donc là, nous allons... Je vais d'abord lire la délibération. Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 avril 2026 portant indication du nombre de délégués et de suppléants à désigner et élire en vue de l'élection des sénateurs du 27 septembre 2026. Après avoir mis en place le bureau électoral en application de l'article R 133 du Code électoral composé par le maire Marc Delgrazia, président, les deux conseillers municipaux les plus âgés. On va donc désigner les conseillers municipaux les plus âgés, qui sont Marie-Christine Morusi-Coquelin et Viviane Naudin, ici présente, et les deux conseillers municipaux les plus jeunes, qui devraient être, alors ça devrait être Théo Fournet, qui n'est pas là, et Alexandre de Palma, et suivant l'ordre des âges, le suivant se trouve être Guillaume Beaumont, qui donc remplacera Théo Fournet et qui de fait rentre dans le bureau qui est constitué spécialement pour cette délibération. Présent à l'ouverture du scrutin dans les communes de 1000 habitants et en fonction du nombre d'habitants, le conseil municipal de la commune de Roquefort-la-Bédoule doit élire 15 délégués titulaires et 5 suppléants pour la désignation du collège électoral en vue de la désignation des sénateurs. Donc vous avez reçu la liste, si vous voulez que je vous la relise, je la relis. Voilà. Hein? Ouais. Et désigné en tant que secrétaire pour cette séance, donc ça sera Madame Lamotte qui est à côté de moi, ça tombe bien. Il est proposé au conseil municipal de proposer à la désignation des délégués suppléants en vue de l'élection des sénateurs de liste sans débat à la représentation proportionnelle suivant la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité du suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Proclamation des délégués élus. 2 listes de candidats respectant les règles de parité ont été déposées avant l'ouverture du scrutin. Une liste pour Continuons ensemble sur le bon chemin, présentée par Marc Delgrazia, donc qui représente 13 délégués titulaires, délégués et 4 délégués suppléants. La liste Passion commune présentée par Yannick Gus, 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. La liste, je ne sais plus le nom qu'elle avait, Rassemblement national, n'a pas obtenu de candidats ou de grands électeurs ni titulaires ni suppléants. Après un vote à bulletin secret et avoir procédé au dépouillement sous le contrôle du bureau électoral qui vient d'être nommé par les 2 plus âgés et les 2 plus jeunes, les résultats sont programmés, sont élus selon la règle de calcul de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
sans panachage ni vote préférentiel. La liste continuant sur le bon chemin présentée par Marc Desgraziat. Les suffrages vous seront communiqués, soit mandant de délégués et mandant de suppléants. Liste passion commune présentée par Yannick Gus et suffrages obtenus soit pendant de délégués et mandant de suppléants. S'il y a des votes blancs et des votes nuls, ce qui est autorisé aussi, ils vous seront communiqués. D'accord? Donc maintenant, nous allons procéder à la constitution du bureau. En deuxième étape, vous avez chacun sur votre bureau la liste des personnes candidates représentées par les listes qui ont été élues et qui ont, par le score obtenu, la possibilité d'obtenir des listes de grands électeurs. Donc, à partir de maintenant, les 2 délégués plus âgés et les 2 délégués les plus jeunes, c'est vous qui allez procéder donc au vote. Vous mettez là comme Un bureau de vote. Comme un bureau de vote. Et chaque fois qu'un de vous aura voté, c'est moi qui donnerai votre nom en précisant que vous avez voté. On est clair? C'est vous, le bureau, qui allez procéder aussi au dépouillement. Et c'est moi qui proclamerai les résultats. Merci madame. Vous circulez. Il circule. Tu commences par Monsieur Ensarguex là-bas et on remonte, on fait le tour de la... C'est nous qui nous déplaçons avec l'urne. Laisse ton bulletin à ta place. Monsieur Ensarguex a voté. Oui, elle suit avec le papier. Madame Sorini a voté. Eh oui. Ah bah ouais, quand même. Ne mettez pas, pour ceux qui n'ont pas tout à fait tout compris, ne mettez pas de bulletin. Hein. Sinon, c'est nul. Choisissez votre candidat, mais mettez-en qu'un, s'il vous plaît. Gus a voté. C'est pas grave, vous reviendrez après. Sinon. Alexandre de Palma a voté. Nicolas Impanatiello a voté. Attends 2 minutes qu'ils émargent. Monsieur Bosselu, capitaine, a voté. Monsieur Zoyo va voter. Et il a voté. Viviane Naudin a voté. Guillaume Beaumont a voté. Fais passer l'urne à Alexandre. Et Alexandre. Chut. Marjorie Minutolo a voté.
Max Frey a voté. Marc Delgrazia a voté. Marc Delgrazia a voté. Diane Lamotte a voté. Martine Dallest a voté. Marie-Christine Coquelin-Morusi a voté. Anne-Marie Biette a voté. Philippe Beltrando a voté. Evelyne Domanico a voté. Il n'y a pas de procuration pour les sénatoriales. Donc on reste sur... Les présents uniquement. Que les présents ont le droit de voter. Marina Oquet a voté. Marc Vandevoire a voté. Brigitte Calderon a voté. Christine Le Gall a voté. Et Laurent Diaz a voté. Donc le vote est terminé. Maintenant, nous allons passer au dépouillement. Donc, ce sont les quatre, une fois l'émargement terminé, ce sont les quatre personnes qui ont... D'abord, il faut compter les enveloppes. C'est une... Ouais. Vous voulez dire, comptez vos enveloppes. De l'autre côté. Et Marie-Christine, compte le cahier d'émargement, s'il te plaît. Le compte, combien ça fait? Et vous êtes vous, hein? Alors, non votés que les présents, non les représentés par procuration. Donc, il y a exactement 23 votants et 23 enveloppes. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Non, non, tournez-vous pour que tout le monde voit. C'est pas grave si le maire et moi on voit pas, on s'en fiche. Voilà, comme ça, on fait plaisir. Allez-y. Vas-y, donne à Viviane, elle fait le crieur. T'as le... L'aboyeur. Continuons ensemble sur le bon chemin. 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 Continuons ensemble. Continuons ensemble sur le bon chemin. 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 Ensemble sur le bon chemin. Continuons ensemble.
commune. Passion commune. Continuons ensemble sur le bon chemin. Continuons ensemble sur le bon chemin. Continuons ensemble sur le bon chemin. Passion commune. Ensemble sur le bon chemin. Continuons ensemble sur le bon chemin. En effet. Pour continuer ensemble sur le bon chemin. C'est bon. Et 3. Bon, maintenant je vais proclamer les résultats. Donc les résultats, c'est 20 votes pour continuer ensemble sur le bon chemin et 3 pour la liste passion commune. Donc de fait, en répartition, c'est 13 délégués titulaires pour continuer ensemble sur le bon chemin et 4 suppléants pour la liste passion commune, 2 titulaires et un suppléant. Sachant qu'au cours de ce vote, il n'y a pas eu ni de blanc, ni de nul. Donc, on se ferait en termes de pourcentage 85% pour la liste sur le bon chemin, 15% pour la liste passion commune. Y a-t-il des questions concernant ce vote? Aucune. Donc, les élections sont validées. Nous allons on peut quand même le faire. Pour dire que ça a bien été fait. Pour dire que tout s'est bien déroulé. Hein? Non, il y a écrit passage au vote sur le conseil municipal. Il y a écrit on proclame les résultats et tout le monde dit qu'il a bien été. Passons au vote. C'est bien. Toujours bien de passer au vote. Manque sans doute une procuration. La 40-2026, mise en place hebdomadaire. En qualité. Pardon. Eh oui, mais il ne marche pas. Ouais. C'est pas ma faute, je crois, là. Excusez-moi. Je crois qu'il a l'œuf. Hein. Je ne voulais pas vous couper tout à l'heure quand vous avez commencé le vote. Je voulais juste revenir une toute petite information sur une décision que vous avez prise sur une mission avec l'avocat sur un recours. On peut nous dire sur quel projet il y a ce recours? C'est lequel celui-là? La décision du maire. Sur la décision, là, vous avez pris un avocat pour, Oui. entre monsieur et madame Abécha, mais c'est quoi le quoi, projet? Attendez, excusez-moi, parce que j'ai entendu. Autorisation de représentation en justice d'assistance juridique. Ah, voilà. C'est lequel, parce que là, quelle affaire? Monsieur et madame Abécha. Ah, ben oui, c'est le. Alors, monsieur et madame Abécha, c'est le recours qui a été déposé contre la résidence sociale senior qui est sur la route de Cassis. C'est une des personnes qui a attaqué le permis de construire et qui aujourd'hui bloque la réalisation de ce bâtiment social. D'accord? D'accord. Donc je sais qu'il avait changé d'avocat en cours de route. Et donc nous avons été obligés, nous, de désigner aussi un avocat pour maintenant reprendre l'affaire, puisque voilà. Ok, merci. Mise en place d'astreinte hebdomadaire. Voilà.
Donc nous revenons à la délibération 40-2026 en mise en place d'une astreinte hebdomadaire des adjoints municipaux. En qualité d'officier d'état civil et de chef de la police municipale, le maire exerce des pouvoirs renforcés de police et de direction des services, notamment en dehors des horaires d'ouverture de la mairie. Afin de garantir la continuité des décisions nécessaires aux bonnes conditions de sécurité, de gestion des urgences et de bon fonctionnement des services, tout en répartissant les responsabilités et en soulageant la présence permanente du maire, il est proposé de mettre en place un système d'astreinte hebdomadaire assuré par les adjoints municipaux. Il est donc proposé le projet de délibération suivante. L'article 1, instaurer à compter du 1er septembre 2026 un régime d'astreinte hebdomadaire assuré par les adjoints municipaux, lequel vise à garantir la continuité du pouvoir de police du maire et à organiser la prise de décision en cas d'incident grave ou d'atteinte à l'ordre public en dehors du temps de présence de l'élu. Article 2, confier la répartition de ces astreintes à l'arrêté du maire qui précise les périodes d'astreinte du vendredi 17h au vendredi suivant 17h, le calendrier semestriel des tours de service, l'ordre dans lequel les adjoints exercent leur astreinte, la désignation d'un adjoint remplaçant en cas d'indisponibilité de l'élu d'astreinte. Article 3, charger monsieur le maire de diffuser le calendrier d'astreinte aux services intéressés, police municipale, gendarmerie, centre de secours des sapeurs-pompiers, services techniques, etc., et de veiller à ce que chaque adjoint soit informé de ces dates d'astreinte au moins un mois à l'avance. L'article 4, rappeler que l'astreinte relève d'une mission de décision et de coordination, non d'une astreinte de service. Les agents restent chargés de l'exécution. L'élu d'astreinte n'est saisi que pour les situations d'urgence justifiant une décision de police ou de gravité particulière. Aucun régime de rémunération spécifique n'est instauré à ce titre dans le respect du cadre de la fonction de l'adjoint. Article 5, autoriser monsieur le maire à prendre un arrêté détaillant mes modalités d'organisation de l'astreinte, contact, cas d'intervention, procédure, etc. et d'adapter le présent régime en fonction de l'expérience acquise. Alors pourquoi passer à ce dispositif d'astreinte? Je rajoute juste une phrase, puisque jusqu'à présent, c'était quasiment à 100% Gilbert qui assurait, en tant qu'adjoint à la sécurité, cette permanence. Et quand Gilbert était dans l'indisponibilité, c'est moi qui le remplaçais en direct. Sauf que, bon, Gilbert, aujourd'hui, il commence un peu à saturer, hein, il est fatigué. Donc, c'est pour ça que nous reprenons un cycle d'astreinte où tous les adjoints seront maintenant un peu sollicités pour assurer cette permanence communale de sécurité, en sachant que ce sont, comme ça a été précisé, c'est sur les cas graves, comme les gros accidents, etc., ou les dysfonctionnements communaux, que l'astreinte élue doit être sollicitée et non pas pour aller ramasser les papiers dans la commune. Y a-t-il des questions? Oui. Une toute petite question. Pourquoi au 1er septembre? On aurait pu lancer ça au mois de juillet, pendant les vacances. Jusqu'en septembre, on est en forme. C'est après que ça va pu aller. Bonne réponse. Déjà, tout le monde a posé ses vacances et puis c'est une décision qui intervient après les élections et pour laquelle il faut aussi que les élus aient le temps de se retourner, de s'organiser. Passage au vote ou d'autres questions? C'est bon? Il en manque. Hein? C'est bon. Adopté à l'unanimité. Délibération 41-2026, approbation du compte financier unique connu sous le CFU 2025. Rapporteur Max Frey. Ne vous inquiétez pas. Ah, ça y est. Vous m'entendez là? Voilà. Merci, monsieur le maire.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment dans l'article L 2121-14, dans les séances où le Code financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. En conséquence, Monsieur le maire propose que Max Frey, premier adjoint et délégué aux finances en cours du mandat précédent, soit désigné président de séance pour le débat et le vote du CFU 2025. Le CFU est un document commun à l'ordonnateur et au comptable public qui se substitue à l'ancien compte administratif et à l'ancien compte de gestion. Le vote du CFU constitue l'arrêté des comptes au sens de l'article L 1612.12 du Code général des collectivités territoriales. Pour rappel, le CFU est joint en annexe 3 et 3 bis du présent dossier de séance. Donc, ce que je vous propose, donc, il est constaté que le résultat de clôture de l'exercice 2025 se présente comme suit. Ce que je vous propose, donc tout le monde voit les montants affichés. Je vous propose, si vous voulez, moi, de vous dire ce que l'on retrouve à l'intérieur de ces volumes. Et après, je répondrai à vos questions sur la première partie. Donc, dans la section fonctionnement, dans les dépenses à 6 millions et quelques, vous avez dans les dépenses principalement tout ce qui est flux, les flux, c'est-à-dire électricité, l'eau, toutes les consommations courantes et bien évidemment les salaires. Dans les recettes, vous retrouvez toute la fiscalité et toutes les dotations que la commune reçoit. Côté investissement, donc, dans les dépenses, vous retrouvez bien évidemment les travaux, études, investissements, notamment liés à l'école. Et dans les recettes, vous retrouvez l'emprunt qui a été contracté, donc 3 millions. Vous avez une partie de subvention pour 300 et quelques mille. Vous avez à peu près 700 000 de dotation et vous avez un retour de FCTVA. Une fois que donc, vous alignez ces chiffres, vous avez un solde excédentaire pour la section fonctionnement de 270 000 et un solde excédentaire pour la section investissement de 1 637 000. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Si vous en avez, je vous propose aussi une méthodologie. On part sur parce que le CFU, si vous l'avez regardé, c'est un gros pavé. Donc, si chaque fois, il faut qu'on aille chercher les réponses dans ce gros pavé, donc je vous propose d'être méthodique. On part sur les sections fonctionnement et sur les sections investissement séparées. On prend 4, 5, 6 questions, si on arrive à y répondre. Sinon, on les notera et on vous répondra ultérieurement. Allez. J'ai 2 questions et comme ça, on avance. Pour quelles raisons les intérêts courus non échus de l'emprunt de 3 millions ne sont pas inscrits dans l'annexe 3, page 27, alors que le crédit a été débloqué le 17 novembre 2025? Ils ne sont d'ailleurs ni en charge d'intérêt, alors qu'ils doivent être inscrits en attente de prélèvement de l'échéance de mars 2026. Les intérêts de l'emprunt couru, vous avez dit? Non, oui, courus non échus. Oui. Ils ne sont pas inscrits... En fait, ils ont été débloqués le 17 novembre 2025. Oui. Et ils ne sont pas inscrits en charge d'intérêt alors qu'ils doivent être inscrits en attente de prélèvement de l'échéance. Page 27, si vous voulez regarder, c'est pour ça que je dis on avance, si vous voulez regarder. On va regarder. Ouais, ne bougez pas, je vais regarder ça. Et la deuxième? Alors, c'est pas d'ordre financier, mais c'était dans la filière sociale. C'est sur la page 58, la deuxième. OK. Vous voulez que je la lise? Donc, dans la filière sociale sont remarqués 2 postes de catégorie territoriale de jeunes enfants de classe exceptionnelle et un éducateur de jeunes enfants. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quels services sont affectés ces 2 postes? L'éducateur de jeunes enfants? Oui, c'est l'éducateur de jeunes enfants, c'est ça? Oui. Une de classe exceptionnelle et un éducateur de jeunes enfants. La crèche? Et le deuxième, du coup? Les deux, c'est la crèche. Les deux, d'accord. C'est ce que je pensais. Donc, on reviendra vers vous sur les intérêts courus de l'emprunt. D'accord? On va essayer de regarder tout de suite et éventuellement, si on a la réponse,
Patrice, je crois que tu as une question. Vous en avez une autre On vous dit on vous dit toutes les questions, comme ça, après, vous pourrez avancer. Oui, allez-y. Non, mais moi, c'est sur l'autre livre. Mais non. Sur le délib 42. Ah, ouais. Non, vous la poserez après, moi. Après. Donc, ce que je vous propose, donc, premièrement, c'est d'approuver le CFU 2025 de la commune de Roquefort-la-Bédoule, comme précisé ci-dessus. Donc, on reprend les sommes que l'on vient de voir avec les soldes. Sur les restes à réaliser que vous voyez, sur les recettes notamment, vous avez des subventions diverses qui n'ont pas encore été versées. Article 3, on donne pouvoir à Monsieur le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Moi non plus, j'ai pas. Aline, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, oui. Vous voulez que je répète la question Vous voulez que je répète la C'est question? les intérêts de l'emprunt qui a été débloqué en 2025. Les intérêts courus non échus de l'emprunt de 3 millions. Vous savez, en septembre, le 24 septembre, vous avez voté l'emprunt de 3 millions. Il a été débloqué le 17 novembre 2025. Et donc, il n'a pas été inscrit de la CFU alors qu'il a été débloqué. Ouais. Alors, de mémoire, mais on va vérifier, de mémoire, on avait un décalé de versement, et donc c'est peut-être sur les intérêts, mais de mémoire, on va vous le confirmer. Il fait partie intégrante de l'exercice. Il aurait dû être inscrit. On va répondre, mais de mémoire, je crois que c'était quelque chose comme ça. On avait Il aurait dû être inscrit et l'échéance commençait en mars 2026. C'est ça. Oui, mais c'est juste que c'est pas noté. Non, mais par contre, je pense que on avait un décalé de paiement, on avait un différé, et je pense que c'est pour ça. Il a dû être débloqué en partie, je dirais, sur la fin de l'année, et donc, comme on avait ce décalé, ça a dû glisser sur 2026. Mais on va vous le confirmer. D'accord. Et du coup, le tableau... Il est pour 2025 sur CFU, sur terrain de ma part. Eh oui, mais du coup, c'est en fait... Il est inscrit à 2026. Mais on vote... Non, ça a été inscrit en 2025, mais c'est passé en 2026. Mais on va vérifier. On va vérifier. Donc on attend que le maire sorte, sachant que, j'ai peut-être oublié de le préciser en préambule, le CFU, c'est le miroir de ce qui a été passé et validé par le Trésor. Donc en fait, si vous voulez, c'est juste toutes les transactions qui sont répertoriées, qui sont mises sur des volumes et des items, mais c'est juste toutes les opérations qui ont été passées. Donc il n'y a pas de, je dirais, d'erreur ou d'anomalie. Voilà. C'est juste le miroir de ce qui a été passé. Parce qu'il y a eu un rebord aussi d'un mois, c'est ça? Pardon? Il y a eu un rebord d'un mois. Oui. Sur ce crédit. C'est inscrit 2026. Si c'est les 131 000 euros, Guillaume me dit, ça a été inscrit en 2026. Donc ça fausse les chiffres. Bon, on va vérifier plus précisément quand vous répondra sur le prochain conseil municipal, on va le marquer. Mais je pense que c'est ça. De tête, je vous dis, c'est pour ça. Donc ce que je vous propose, c'est de passer au vote. On est contre. Non, mais comme pour le budget, on vote contre. Oui, parce qu'on n'a pas participé à la délibération. Mais c'est comme ça. Il aurait dû être voté au budget au dernier conseil, et du coup on a voté contre le budget, et on va voter contre, pareil, on suit la logique. Si vous voulez. Et même que le maire. Attends. Délibération adoptée. On regarde. Presque sûr, Aline, que ce soit un décalé. Hein. Mais je vous le disais de tête, mais j'ai presque sûr.
Oui, mais vous avez quand même voté. Si les chiffres sont pas bons, vous les avez quand même votés. D'accord? Oui, oui, oui. Mais Vous ça, avez un doute déjà. Du moment qu'il y a un doute, Patrice, juste. je non, répète- c'est qu'une remarque. Non, non, il ne peut pas y avoir d'erreur puisque c'est le miroir des transactions qui ont été passées. En fait, ça a été validé déjà par la trésorerie et c'est juste le miroir. Simplement, là, vous nous demandez une explication sur ce chiffre-là qu'on va vous donner. Mais il ne peut pas y avoir d'erreur. Voilà. Et on comprend très bien, éventuellement, je récapitule pour Monsieur le maire qui n'était pas là, que étant donné que vous étiez abstenu sur le budget, vous vous absteniez sur le CFU. Voilà, Monsieur le maire. Donc, délibération 42-2026, affectation des résultats de l'exercice budgétaire 2025, rapporteur Max Frey. Merci, Monsieur le maire. Je vais attendre que ça passe rouge. Il va falloir que je passe. Ah, ça y est. Donc, l'article L 2311-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte financier unique. Toutefois, lorsqu'il est possible d'estimer les résultats avant l'adoption du compte financier unique, le conseil municipal peut procéder à leur reprise anticipée au titre de l'exercice clos préalablement à l'adoption du dit CFU. Cette situation s'est présentée lors de la séance du conseil municipal du 29 avril 2026, au cours de laquelle le budget primitif a été voté. La reprise anticipée des résultats a alors été justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel, accompagnée d'une balance, ainsi que d'un tableau des résultats d'exécution du budget visé par le comptable public. Par conséquent, les résultats définitifs de l'exercice 2025 demeurent inchangés et se présentent comme suit. Je vous laisse donc lire les chiffres. Donc, sachant que, après, il suffit de regarder par rapport à l'article 1 et à la clôture de l'exercice 25, d'accord, que les 875 000 représentent la somme de N-1 plus N sur la section fonctionnement et que la somme de 1 749 000 représente la somme de N-1 plus N dans la section investissement. Il est rappelé, si vous voulez, qu'un besoin de financement net de la section d'investissement est estimé à 350 000 euros et sera porté au compte 1068 de la section d'investissement sans recette, ce qui nous laisse donc un reliquat positif pour financer de l'investissement. J'ai une question. À partir de là, les délibérations, c'est 2025 sur la convocation. Ah, voilà. Monsieur Alsarex. Alors, une petite question. Alors, sur la page 7. Mais, Alors, on a fait quelques petites recherches. mais on revient sur quoi, là? Parce que là, on était sur l'affectation des résultats. Vous On est revenez plus sur le CFU, là. qui a été voté. Le CFU est voté, là. Le train est Oui, passé. d'accord, sur la délib 41. On est à la 42, là. 42, exactement, page 7. Alors, j'ai une petite question. Ben, du déroulé, pardon, que vous avez, on a le même. On est d'accord? Sur votre chiffre, là, c'est bien la page 7? Oui, 7 sur 12. Vas-y. Dossier de séance. Alors, vous écrivez excédent reporté de la section investissement de l'année antérieure, 112 290. Bon, on est remonté 2 ans en arrière. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi il reste toujours à réaliser sont reportés. À quelle affectation cela correspond-il et pourquoi le report à nouveau? Ça fait au moins 3 ans et je ne suis pas allé jusqu'en 2023. Vous voyez les 112 000? Je n'ai pas compris la question. Pourquoi vous les reportez Pour la troisième depuis année. 3 ans? Pour la troisième année, le même montant est reporté. Alors, les reports, C'est tout, c'est les reports, les sommes de report, si c'est de l'investissement, les sommes de report, c'est lié essentiellement au chantier de l'école.
Chaque année, dans l'année, on prévoit un budget concernant l'avancement des travaux et il est possible qu'il y ait des glissements, et c'est pas qu'il est possible, c'est qu'il arrive très souvent qu'il y ait des glissements d'une année sur l'autre. Donc la somme qui a été provisionnée l'année d'avant bascule sur l'année d'après. Donc ça s'appelle par effet de glissement. On avait bien compris ça, mais ça fait 3 ans la même ben oui, somme ben- au centime près. Eh ben, il fallait C'est une construire coïncidence. l'école avant. C'est une coïncidence alors. Donc ça, il n'y avait pas eu de glissement. Bon, Voilà. Donc c'est des sommes qui glissent et qui se déplacent d'une année sur l'autre. Par exemple, le million qu'on a emprunté pour faire les premiers travaux de l'école ont glissé sur plusieurs années puisque cette somme a été adaptée et appliquée, mise en place sur les années d'une année sur l'autre. d'accord. C'est ça, tu as le différé. C'est ça. Vas-y. J'ai la réponse pour les ICNE. J'ai cherché là, et en fait, en regardant sur le CFU, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas d'ICNE, parce qu'en fait, les ICNE rentrent en compte que lorsqu'on procède au premier remboursement. Donc, le prix a été mis en place en 2025, donc il est au budget mis en place. Cependant, les charges d'intérêt ne rentreront en compte qu'à partir du premier paiement du remboursement, qui est prévu de mémoire, je crois que c'était en mars 2028. Voilà. En fait, c'est le décalé, ce qu'on disait. Hein. Ça a été fait en fin d'année, et donc automatiquement, il y a un différé, et donc ça décale. C'est ce que je vous disais, Aline. Le report. C'est bon. J'ai répondu à votre question. Merci. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? De toute façon, sur le chantier de l'école, il va y avoir du glissement jusqu'au moment de la livraison et au moment de que le solde de tout compte ait été opéré pour toutes les entreprises. Parce que les 3 millions, par exemple, ce que vous citiez tout à l'heure, les 3 millions d'emprunts, ils vont glisser sur plusieurs années. Ils ne vont pas être déboursés forcément sur la première année. Donc, il y aura du glissement, il y aura de la provision d'une année sur l'autre. Passage au vote. Délibération adoptée. Délibération 43-2026. Fixation du nombre des représentants du personnel au CST. Rapporteur Brigitte Calderon. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L251.5 et suivants, ainsi que ses articles R252.30 et suivants. Vu l'arrêté interministériel du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans les 3 fonctions publiques au 10 décembre 2026. Un comité social territorial sera créé à l'issue des prochaines élections professionnelles du 10 décembre 2026. L'effectif apprécié au 1er janvier 2026 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 78 agents. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST local à 3 et un nombre égal de représentants suppléants du personnel. Article 2. Fixer le nombre des représentants de la collectivité titulaire au sein du CST local à 3 sans être supérieur à celui des représentants du personnel et un nombre égal de représentants suppléants. Article 3. Autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Monsieur Gus. Oui, vous annoncez là donc pour 78 agents. Et dans le CFU, il n'y en a que 74 d'inscrits. Alors, le delta, il est... Le delta, il est souvent lié au centre municipal de loisirs pour lequel, quand on arrête les comptes, on va dire ça comme ça, sur le nombre d'agents, il y a toujours des variations sur le nombre de personnes qui sont au CML, puisque nous embauchons assez régulièrement sur des personnes qui partent, d'autres en renfort, etc. Donc c'est vrai qu'il est vrai qu'on a des variations qui sont toujours
quelques variations. Puis là, on a recruté aussi au service technique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'effectif au 1er janvier était de 2026, je précise, était de 78 agents, sachant que le CFU, il concernait l'année 2025. Merci. Passage au vote. Adopté. Délibération numéro 44-2026, actualisation du régime indemnitaire, primes et indemnités. Rapporteur Brigitte Calderon. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L712.1, L714.1, L714.4 et suivants, vu le décret numéro 91-875 du 6 septembre 91 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 84, vu le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'exercice et de l'engagement professionnel de la fonction publique d'État. Vu le décret numéro 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Le cadre juridique du régime indemnitaire impose aux collectivités de détailler les conditions d'attribution des primes et indemnités liées aux grades et aux filières territoriales et de les actualiser autant de fois que nécessaire après la parution des décrets d'application. Dans ce contexte, il s'agit d'actualiser le taux des indemnités d'astreinte de sécurité pour les autres filières que celles des services techniques, l'indemnisation au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures dans les circonstances exceptionnelles. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Annuler la délibération numéro 49-2025 du 18 décembre 2025. Article 2. Actualiser les taux des indemnités d'astreinte de sécurité pour les autres filières que celles des services techniques. Article 3. Prévoir l'indemnisation au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures dans des circonstances exceptionnelles. Article 4. Inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l'exercice en cours. Chapitre 012. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 45-2026, participation financière de la commune aux abonnements des transports scolaires des étudiants, stagiaires dans la formation professionnelle, apprentis ou services civiques de moins de 26 ans. Rapporteur Marina Oquet. Merci, Monsieur le maire. La suppression des conseils de territoire au 1er juillet 2022 avait entraîné une redistribution des compétences transport et une réorganisation des zones de tarification. La métropole organise les transports en commun et définit sa politique tarifaire. Pour faire face à ces augmentations tarifaires, la commune s'était engagée par délibération 38 sur 2022 du 6 juillet 2022 à verser une participation financière de 60 € par abonnement annuel pour les étudiants, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis ou services civiques de moins de 26 ans. Il convient donc de délibérer de nouveau afin de poursuivre le versement des participations dont le montant forfaitaire pris en charge par la commune reste inchangé, soit 60 € par abonnement annuel tel que détaillé dans la fiche figurant en annexe 4. Le conseil municipal doit approuver la délibération et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Approuver la proposition de participation financière de la commune de 60 € par abonnement annuel. Article 2. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Des questions?
Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 46-2026, actualisation des tarifs de la restauration scolaire. Rapporteur Marina Oquet. Merci. Vu le décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, vu les articles L212-4, L213-2, L214-6, L215-1 et L422-2 du Code de l'éducation, la restauration scolaire dans l'enseignement primaire est un service public facultatif des communes. La collectivité qui a la charge de la restauration scolaire fixe librement les tarifs de ce service public local ainsi que leur évolution. La loi Egalim du 30 octobre 2018 a instauré des obligations pour les établissements de restauration collective avec une diversification des sources de protéines avec l'introduction du menu végétarien, la composition des repas avec des produits de qualité et durables. Sa mise en œuvre a donc entraîné une augmentation du coût des repas. Par ailleurs, la hausse des prix des matières premières vient alourdir le coût des réformes dues à la loi Egalim. Dans un contexte économique et social contraint, la commune entend ajuster la hausse nécessaire des tarifs destinée à compenser une partie de l'augmentation des coûts. La différence de situation existant entre les usagers doit être objective et rationnelle. À ce titre, une tarification variable en fonction du quotient familial respectera le principe d'égalité. Toutefois, son application est encadrée par le plafond constitué par le coût de revient du service pour la collectivité. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Décider de réactualiser la tarification, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, et de l'appliquer au 1er septembre 2026. Alors, donc, pour les familles qui sont dans la tranche de quotient familial 1, numéro 1, donc, qui équivaut de 0 € à 371 €, le tarif sera de 2,90 €. Pour celles qui dépendent de la tranche de quotient familial numéro 2, qui va de 371 € à 711 €, le tarif du repas sera de 3 €. Pour les familles qui dépendent du quotient familial 3, qui va de 711 € à 1051 €, le tarif du repas sera de 3 €. Pour ceux qui dépendent de la tranche de quotient familial 4, qui va de 1051 € à 1401 €, le tarif du repas sera de 3,20 €. Pour celles qui dépendent de la tranche de quotient familial 5, qui va de 1401 € à 1751 €, le tarif du repas sera de 3,30 €. Enfin, pour les familles qui dépendent de la tranche de quotient familial numéro 6, qui va de 1751 € est supérieur à 1751 €, le tarif du repas sera de 3,40 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Ansarié. Oui, parfait, les chiffres. Ça fait quoi l'augmentation? Ça fait de moyenne Ça fait 10 centimes par repas. Par rapport à l'année Par précédente. rapport à la dernière fois. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Passage au vote. Il a manqué. C'est bon, adopté à l'unanimité. Délibération 47-2026, achat d'une carte cadeau Décathlon pour règlement d'une prestation d'entretien des vélos. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, la police municipale a fait procéder à l'entretien de 2 vélos tout-terrain appartenant à la collectivité. Cette prestation a été réalisée sous l'enseigne Décathlon Pro par un montant de 166,48 € qui n'accepte pas les règlements par mandat administratif. Afin de permettre le règlement de la facture correspondance, il convient donc d'acquérir une carte cadeau auprès de l'enseigne.
Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Autoriser l'achat d'une carte cadeau auprès de Decathlon d'un montant de 166,48 €. Préciser que cette carte cadeau a pour unique objet le règlement de la facture relative à la révision des 2 VTT appartenant à la collectivité. Amputer cette dépense au budget en cours. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Vive Decathlon! Y a-t-il des questions? Oui, juste un technique. Puisqu'ils ne prennent pas les mandats administratifs, vous faites comment pour lâcher la carte cadeau? Perso. Il faudra que quelqu'un aille l'acheter avec son propre argent, Voilà. Et qu'il se fasse rembourser. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il n'y a aucun système de facture en entretien-réparation? Oui, il fallait aller dans un cycle beaucoup plus classique avec le gars qui acceptait de nous faire une facture et qu'on puisse transmettre la facture au Parcourus et la faire régler comme il se doit par les collectivités. Les collectivités n'ont pas de carte bleue, ni de chéquier. Donc la difficulté étant, c'est que Decathlon a créé un service pro qui normalement doit travailler avec les collectivités territoriales qui sont comme les nôtres, sauf qu'ils n'acceptent aucun paiement de type collectivité territoriale. Oui, donc on est coincé. Donc là, on a fait réparer les vélos pensant que tout était possible, enfin qu'il était possible de faire régler, puis arrivé devant le problème, ben voilà quoi. Donc du coup, pourquoi cette délibération? C'est pour simplement être en phase pour que la somme qui va être achetée ou que quelqu'un rembourse à la personne qui aura fait la somme, que ça n'apparaisse pas comme un cadeau qui aurait pu être fait et dévoyé de sa finalité. Voilà. Donc, dorénavant, on ne travaillera plus avec Decathlon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Il faudra trouver quelqu'un d'autre qui accepte qu'on les paie comme l'accepte le centre des impôts. Les petits artisans. Les petits artisans. Voilà. Oui, mais bon, le problème, c'est que, bon, voilà, donc, voilà. Bon, écoutez, on en est là, on va régler cette facture et puis on fera différemment pour la prochaine fois. Je m'y engage. Quitte à le réparer moi. Totale confiance, enfin. Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Passage aux questions orales. Donc, qui commence pour la première question? Oui. Alors, lors du précédent conseil municipal, vous avez indiqué que la création du CLSPD était conditionnée à un diagnostic mené par la métropole. Pouvez-vous nous préciser quelle démarche la commune a engagée auprès de la métropole afin d'aboutir à sa mise en place? Alors, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance n'est certes pas un organisme consultatif. Son rôle n'en est pas moins particulièrement important. En effet, le CSPDL permet d'échanger des informations avec l'ensemble des acteurs publics et privés en ce domaine, mais aussi d'enrichir leurs réflexions pour définir, orienter et favoriser la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. Compte tenu de ces enjeux, vous comprendrez notre souhait d'en installer un à Roquefort-la-Bédoule. Il ne s'agit évidemment pas de dramatiser à quelque titre que ce soit notre situation, elle ne le justifierait pas. Au contraire, l'objectif reste de structurer notre démarche dans un contexte national d'augmentation des violences et d'autres actions de délinquance. Et aux côtés du maire et des représentants de l'État, la justice, la présence des représentants des collectivités engagés dans ce domaine s'impose. Or, les lendemains d'élections municipales ont engendré quelques turbulences au sein des instances de la métropole ex-Marseille-Provence, qui n'échappent pas à la réorganisation de sa gouvernance. Aussi, la question du CSLPD ne s'est pas imposée comme l'une des premières priorités, mais les questions qu'elle soulève exigent de l'évoquer lorsque l'ensemble des dispositifs administratifs et juridiques et financiers de cette institution auront été
pleinement installés. Pour aller plus loin dans la démarche, nous avons reçu une invitation pour la semaine prochaine par le procureur Besson, qui souhaite rencontrer les maires de Marseille et environ. Donc nous faisons partie nous sommes convoqués au titre de l'Est Marseille pour qu'on fasse remonter auprès du procureur Besson les difficultés que nous rencontrons en matière de sécurité. Voilà. Deuxième question. Depuis la fermeture de l'avenue Marius Girardelli, dans le cadre des travaux en cours, plusieurs feux tricolores de régulation ne sont plus en fonctionnement, où les conditions de circulation se sont fortement dégradées. De nombreux parents et riverains constatent des difficultés croissantes pour les enfants se rendant à l'école ou regagnant leur domicile. Les automobilistes ne respectant pas toujours les priorités ni les traversées des piétonnes. Quelles mesures concrètes la commune entend-elle mettre en œuvre pour garantir la sécurité des enfants et des piétons aux abords de ces axes particulièrement fréquentés pendant toute la durée des travaux? Alors, contrairement à vos affirmations, les feux de la circulation restent pleinement opérationnels, ils fonctionnent parfaitement, mais en mode orange clignotant. Sachant qu'en orange clignotant, c'est le code de la route qui l'emporte. Normalement, chaque automobiliste doit connaître le code de la route. Hein? Oui, d'accord. Pour répondre aux demandes spécifiques du responsable du chantier afin de fluidifier la circulation, et aussi sur une décision que j'ai pu prendre à un moment donné, c'est qu'il était que la déviation qui revient de la rue Fernand-Poriol, la rue qui va en direction de la source, quand le feu était au rouge, les gens ne pouvaient pas sortir puisque le bouchon allait jusqu'à la source et aussi correspondait pratiquement jusqu'au rond-point de la Jacques Jérôme. Donc pour fluidifier, avec les responsables du chantier, ils ont demandé au service de la métropole de basculer en feu clignotant. Si les conditions de circulation et de déplacement quotidiennes sont effectivement impactées par ce chantier, comme ils le sont toujours malheureusement en toute zone de travaux, des mesures concrètes sont mises en œuvre pour assurer les meilleures conditions de sécurité à chacun. Car la sécurité reste en ce domaine aussi notre priorité numéro 1. Ainsi, un agent de police municipal est présent à partir de 7h30 chaque matin au 4 chemins. Et à l'intersection rue Fernand-Poriol, sa mission est double, réguler la circulation et faciliter le passage des piétons. Par ailleurs, un agent de sécurité de voie publique, un ASVP, est déployé au rond-point Andréis Barthélemy et Noël Bonifay, Jacques Jérôme, pour faciliter l'entrée de la déviation. Enfin, une patrouille passe à 3 à 4 fois par jour dans la rue Fernand-Poriol, suivant les périodes les plus problématiques, afin de fluidifier la circulation. Tous les stationnements gênants y sont systématiquement verbalisés. Alors, je vais aller plus loin dans le stationnement. Je lis sur les réseaux sociaux que les gens se plaignent de prendre des PV quand on a mis en place un dispositif de déviation qui est certes contraignant, mais qui est un problème de travaux et non pas un problème de volonté municipale. C'est simplement un ouvrage d'assainissement qui a cassé, qu'il faut remplacer, dont la rue est très étroite et qui est en plein axe de chaussée. Nous n'avons pas d'autre solution. Donc les automobilistes venant d'ailleurs ont bien compris la chose, puisque beaucoup ne traversent plus la Bédoule, ils passent par ailleurs, mais chez nous, il y en a certains qui n'ont toujours pas compris qu'il ne fallait pas se garer sur des places que nous avons identifiées. Tous les parkings sont gratuits à Roquefort-la-Bédoule, toutes les places de stationnement, et il y en a, il suffit simplement de faire preuve de bonne volonté pour essayer que toute la cohabitation entre les habitants, que je peux comprendre gênés, et la circulation puisse se maintenir, surtout pour le passage des bus, puisque les bus scolaires et les lignes régulières qui viennent de Marseille ou d'Aubagne ou de La Ciotat puissent continuer à desservir la commune et non pas, comme voulaient le faire à un certain moment certaines personnes, de les faire passer sur l'autoroute le temps de la durée des travaux. Voilà. Donc, navré, mais on ne pourra pas faire autrement. Ça va durer encore un petit moment. Question numéro 3. Toujours sur les travaux. Les travaux en cours ont un impact important sur le quotidien des habitants, tout en matière de circulation que d'accès à certains secteurs de la commune.
De nombreux riverains indiquent ne pas disposer d'informations précises sur le déroulement des différentes phases du chantier et regrettent l'absence de communication préalable avant le démarrage des travaux. Pouvez-vous présenter le calendrier prévisionnel des travaux et expliquer pourquoi les habitants n'ont pas été informés en amont de leur lancement? Alors, ça c'est comme le stationnement, mais bon, je vais répondre parce que ça fait... J'ai eu quelques administrés qui se sont plaints parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir le Airbnb. Enfin, bon, bref. Une communication active a été engagée dès le début du mois d'avril dernier, aussi bien par les services de la métropole qui a ordonné ces travaux et les réalise, par ceux aussi de notre commune. Une semaine avant leur engagement, des informations ont ainsi été communiquées par la métropole, par boitage, auprès des riverains pour préciser l'organisation et la mise en place en matière de circulation par les déviations, de stationnement ou de collecte des déchets. Une opération identique a été renouvelée le 11 mai 2026. Quant à la commune, elle a systématiquement relayé les informations sur les réseaux sociaux, Facebook, IliWap, dont elle dispose. Cette communication sera reprise à chaque étape du chantier, dont la première phase se poursuivra jusqu'au 9 juillet prochain. Et si chacun d'entre nous comprend d'autant mieux le gêne engendré par ce chantier que nous la partageons au quotidien, il convient aussi de ne pas passionner la situation. Car les travaux engagés par la métropole ne sont ni le fait du hasard, ni d'une quelconque curiosité passagère. Ils visent en effet à résoudre des problèmes d'assainissement structurel, porteurs d'importants enjeux en matière de santé et de salubrité publique. Nombreux d'entre eux sont d'ailleurs nos concitoyens qui ont eu à subir par le passé des dysfonctionnements de réseau, avec son cortège de nuisances, notamment olfactives au niveau du restaurant asiatique. Ces travaux correspondaient donc à un impératif. À leur terme, de notre vie collective la vie de notre vie collective devrait se trouver profondément améliorée, en sachant que les travaux étaient prévus de se terminer le 2 juillet. Et nous avons discuté avec l'entreprise qui devait réouvrir la rue le 2 juillet avec un revêtement de goudron provisoire. Nous avons demandé à l'entreprise de laisser fermer jusqu'au 9, de façon que l'intervention le 9 soit totalement terminée, y compris la réhabilitation des enrobés. Donc on ne refermera plus cette partie. La partie qui sera fermée, c'est au mois de septembre, après la rue, comment ça s'appelle la rue des Genevriers, qui là, il sera mise en place une circulation alternée, puisque là, la canalisation est dévoyée sur le côté, donc elle permet la circulation. Donc cette partie-là, j'en conviens, je subis aussi les désagréments comme tout le monde, hein, et ici, chacun d'entre nous vit à Roquefort-la-Bédoule. Donc c'est vrai que c'est un problème, mais bon, il faut passer par là, et ce n'est pas le fait de Marc Delgrazia ou de Gilbert Carpentier ou de qui vous voulez, c'est la canalisation qui a 60 ans, qui était cassée à plusieurs endroits. Les gens n'étaient même pas raccordés, ils étaient raccordés les uns sur les autres. Donc la métropole a décidé de remplacer cet ouvrage, de prévoir un ouvrage qu'ils appellent dilaté plus gros pour qu'on puisse éventuellement avoir un meilleur fonctionnement et permettre à chacun d'être raccordé normalement, puisqu'en cas de revente, et ça c'est une expérience professionnelle que j'ai, vous êtes obligé d'être raccordé au tout à l'égout. Alors les gens qui se plaignent, si un jour ils veulent vendre leur maison, ils seront bien contents qu'on ait changé la conduite. Il y a la question numéro 4. Oui. Un permis de construire a été délivré route de Cassis pour un programme comprenant une centaine de logements. Compte tenu de l'augmentation prévisible du trafic sur cet axe départemental, déjà identifié par de nombreux habitants comme présentant des difficultés de visibilité et des enjeux de sécurité routière, quelles mesures d'aménagement ou de sécurisation ont été prévues en accompagnement de ce projet ? Alors, ce permis de construire correspond à un projet baptisé un peu bizarrement Maria, et porté aussi par la société Nexity sur un terrain qui est totalement privé
Il s'inscrit dans le cadre d'un PLUI datant de 2019. Son développement emporte en effet de nombreux enjeux en matière de sécurité et de circulation, et plus largement en qualité de vie collective. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé et nous travaillons en amont avec la métropole, la direction départementale des routes, à la création d'une sortie dans cette résidence sécurisée, mais aussi par l'aménagement d'équipements de voirie ou de réduction de vitesse, ce qui a été fait. C'est-à-dire que ce virage, je le dis pour ceux qui écoutent, il va passer à 30 km/h. D'accord. Les raisons sont multiples. Il n'y a pas que la résidence qui est en train de se construire, c'est que le trottoir est à l'opposé. Pour les voitures qui arrivent de Cassis, le trottoir est à l'opposé. C'est-à-dire que si une voiture arrive trop vite et rate le virage, elle finit dans le trottoir. Donc, avant d'éviter. Voilà. Donc, on profite de cet aménagement qui va se dérouler sur Maria et de faire aussi un réaménagement des quartiers pour sécuriser la circulation dans les quartiers, parce que les gens qui se plaignent sont souvent ceux qui roulent le plus vite. J'en ai la preuve de là où j'habite. Question numéro 5. Question au sujet du dojo. Depuis plusieurs mois, des problèmes sur les tatamis ainsi que la présence d'objets contondants sur les murs du dojo ont été signalés. Pourquoi les réparations ne sont toujours pas effectuées alors qu'elles concernent la sécurité des personnes et en particulier les plus vulnérables, nos enfants? Cette question a déjà appelé une réponse lors d'un précédent conseil municipal. Je rappelle donc que les problèmes rencontrés sur le mur du dojo provenaient dès l'origine d'infiltration d'eau de pluie entre la crèche et le bâtiment de l'école de danse. Ces questions d'infiltration ont certes été résolues en nettoyant et en dévoyant les eaux de descente pluviale de la crèche. Mais le mur en placoplâtre, humide et du coup, dans les parties basses, n'avait guère résisté aux assauts des combattants. Et on y avait recensé des trous dus aux coups de pied ou de coups de poing dans le mur. Des tapis de protection ont donc été installés et mis en place pour protéger aussi bien les sportifs eux-mêmes que la structure, avec un système de fixation par sangle. Mais elles ont été enlevées. Pourquoi? On ne sait pas. Nous ne savons pas. D'autant qu'ils ont été enlevés à nouveau aussitôt que nous les avons remis en place. Des travaux de réflexion du mur se révèlent en tout cas importants et les devis annoncent un coût très élevé puisqu'il faut refaire aussi le sol qui avait été abîmé lors des pluies. Nous avons recruté un maçon au sein de nos services techniques. Nous essayons de résoudre le maximum de problèmes en interne, ce qui imposera la fermeture du dojo pendant 4 jours au moins, le temps de découper le mur et de refaire en partie basse, enduire, laisser sécher et repeindre. Question numéro 6. Je me permets, vous n'avez pas répondu à la question importante, objet contondant. Alors, je me suis permis d'aller voir le dojo, quand même. Effectivement, il y a une tige filetée qui sort. Je veux dire, il suffit de la couper. Ce qui est... 2 secondes. Ce que vous avez dit et répondu dernièrement au niveau des infiltrations, très bien, d'accord. Mais c'est cet objet contondant qui peut être dangereux. Voilà. Je ne vous fais pas voir les photos, mais bon, attention. L'objet contondant vient de la fixation des sacs de frappe. Donc on a essayé de voir avec l'entreprise qui a fixé si elle pouvait faire quelque chose, notamment parce qu'elle avait été rémunérée. Elle ne peut pas. Donc les services techniques sont en train et ont fabriqué des protections en aluminium pour éviter ces tiges qui sortent. Donc ces tiges vont être fixées et faites en même temps que la réfection du mur du dojo, qu'il faut découper en placoplâtre et qu'il faut refaire. Voilà. Ça sera fait tout en même temps, mais comme il faut fermer le dojo, on fera tout en même temps. Ce qui est quand même surréaliste, c'est qu'à un moment donné, on a payé des entreprises pour faire un équipement qui s'appelle le dojo et pour lequel on a mis du placoplâtre domestique non prévu à des coups de pied ou des coups de poing, parce qu'en fait, quand on boxe, en général, on tend des coups de pied ou des coups de poing.
Et moi, ça me paraît surréaliste qu'au bout de moins de 10 ans, on soit obligé de rénover déjà un ouvrage qui devrait avoir au moins une durée de vie de 20 ans. En peinture, je veux bien, mais là, on parle de structure. Donc, je pense, dans cette affaire, que chacun doit balayer devant sa porte. Alors, maintenant, la question numéro 6, et puis ce sera la dernière, je crois. Lors de votre précédent mandat, le montant de la dette représentait environ 181 € par habitant en 2025. Aujourd'hui, elle s'élève à 611 € par habitant. Lors du précédent conseil municipal, il nous a été indiqué que les 9 millions d'euros d'emprunt prévus étaient déjà intégrés dans l'encours de la dette. Or, sauf erreur de notre part, seule une partie de ces emprunts semble avoir été effectivement contractualisée à ce jour. Pouvez-vous confirmer que l'encours de la dette par habitant n'est pas amené à augmenter davantage avec la mobilisation des emprunts restants à contracter? Alors, vous pointez une réalité. L'encours de la dette par habitant a augmenté à Roquefort-la-Bédoule de 181 € à 611 € par habitant. Mais je vous rassure tout de suite, cette augmentation, qui n'est certes pas anodine, n'a rien de contrainte. Elle correspond au contraire à un choix délibéré de notre part, un choix de responsabilité pour ne pas sombrer dans l'immobilisme mortifère où d'autres et avant nous avaient décondamné notre commune, mais au contraire au choix résolu pour répondre aux besoins structurels de Roquefort-la-Bédoule et de nos concitoyens. Il est ainsi indispensable, sinon impératif, de moderniser nos infrastructures. Je veux parler de nos écoles, indispensables de remettre aux normes nos équipements publics. Je pense par exemple à la pelouse du stade, du terrain de football et de rugby, indispensable toujours d'améliorer, sinon de créer des infrastructures dignes des besoins des Bédoulins. Je parle notamment du pump track ou des commerces en face de la mairie. Nos concitoyens l'attendaient, nous l'avons fait. Et nous continuerons à le faire, c'est-à-dire mettre en œuvre tous les projets concrets qui améliorent la vie quotidienne de tous. Nous l'avons fait en empruntant intelligemment sur la durée. Nous l'avons fait si sérieusement que notre endettement de 611 € par habitant nous garde de la fourchette basse des standards nationaux de l'ordre de 700 à 1100 € et comparable aux communes de notre strate. Loin de laisser dérailler notre situation financière, nous maîtrisons solidement tous nos investissements. À partir de 2026-2027, ce ratio stagnera ou augmentera légèrement tout en restant d'une moyenne nationale, ce qui confirmera que notre endettement suit une trajectoire totalement prévisible. Pour plusieurs prêts anciens vont par ailleurs s'éteindre cette année, engendrant une réduction progressive de l'encours de la dette dès 2027, ce qui attestera que notre dette n'est pas structurelle mais temporaire et liée à une phase d'investissement. Dans cette logique, le reliquat à emprunter s'élève entre 1,8 million et 2 millions, et non plus 3 millions d'euros, bien en deçà, permettez-moi de le souligner, de nos estimations initiales. Ces ressources supplémentaires vont s'inscrire dans une continuité directe des investissements déjà engagés pour finaliser les travaux de l'école, c'est-à-dire travailler pour l'éducation de nos enfants et leur avenir. Investir dans l'avenir plutôt que de stagner tout en restant maître de notre endettement est inscrit dans la fourchette de la normalité nationale, tel est notre choix. Donc oui, Roquefort-la-Bédoule mérite les multiples équipements ou investissements, comme vous voulez, qui nous ont valu notre gestion financière. C'est aussi ça, de continuer ensemble sur le bon chemin. Et je voudrais préciser quelque chose. J'ai vu passer sur vos réseaux l'augmentation des impôts. Je pense que vous avez eu mal à lire, parce que ce que j'ai augmenté, c'est le taux d'imposition sur les résidences secondaires et sur le foncier non bâti. D'accord ? Simplement pour me mettre notre commune au niveau des autres communes.
Donc je n'ai pas augmenté les impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et ce que je préfère à Roquefort-la-Bédoule, ce sont des gens qui y vivent, plutôt des gens qui viennent en vacances. Merci. La séance est terminée. Et je vous souhaite... non, on va avoir un conseil municipal le 8 juillet normalement pour le vote de la délégation de service public de la restauration scolaire. Merci. Eh oui, ben, on est obligé, un calendrier. Et Céline qui remet une copie, j'ai pas non. Putain, taisez-vous. Enfin, Alex, il aurait dû dire oui, ça aurait été réglé.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Ma foi. Et 1, 2, 1, 2. Pourquoi ça marche pas bien? Ben écoute. 1, 2, 1, 2. Et.